Vous regardez Niwa d'enfant, bonsoir et merci à tous de nous rejoindre. Bienvenue à vous, Mamadou Diouf, également sur ce plateau. Merci Charlotte. Vous êtes éditorialiste et avec vous, nous allons évoquer la situation économique en Afrique de l'Ouest très affectée par la crise sociopolitique au Niger ayant conduit à la fermeture des frontières terrestres du pays. Justement, pour rappel, quelles sont les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières du Niger? En fait, il y a eu plusieurs fermetures de frontières qui créent la confusion. Au moment du coup d'État, comme ça se fait d'habitude, le Niger avait fermé ses frontières pendant que ça ne s'était pas encore clairement dénoué. Après, le Niger a ouvert ses frontières. Quand ils ont fait leur déclaration, ils étaient clairs qu'il y avait un coup d'État, qu'on avait pris le pouvoir à la place du président Bazoum. La CEDEAO a pris la décision, parmi ses sanctions, de fermer les frontières entre le Niger et les pays membres de la CEDEAO. Parce que je précise bien les pays membres de la CEDEAO, parce que le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO, donc le Tchad n'est pas tenu de respecter une décision de la CEDEAO en n'étant pas membre de l'organisation. Il s'y est ajouté malheureusement d'autres sanctions extrêmement fortes sur le plan économique, sur le plan financier, qui fait que les avoirs du Niger à la BCEAO, il y a plein de blocages aujourd'hui par rapport à l'économie du pays. Alors que, comme on le sait chez nous, nous avons deux économies. Il y a cette économie officielle qui peut passer par les banques, par la BCEAO, mais l'économie la plus importante chez nous, elle est informelle. Elle ne passe pas par les banques, elle passe par les frontières, à travers ce qu'on appelle les échanges ou bien le commerce tout simplement. Quand vous bloquez ce que j'allais dire l'économie réelle, ce qui fait vivre les populations, mais vous allez immédiatement voir les conséquences. Et malheureusement, ça fait pratiquement un peu plus de 2 semaines et les conséquences commencent déjà à se faire voir. Et justement, ces sanctions de la CEDEAO visaient directement les militaires au pouvoir, mais ce sont également les populations qui en pâtissent. En fait, c'est l'éternel problème avec les sanctions, que ce soit des Nations Unies, que ce soit d'où que ce soit. Généralement, quand on sanctionne, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire sur les individus. Regardez ce qui se passe en Russie avec les sanctions contre Poutine, certains responsables, je ne sais pas quoi et quoi. Ça change quoi en Russie? Mais Poutine, lui, avait tiré la leçon avec la guerre en Crimée. Il s'était préparé pour ne pas que les sanctions fassent un véritable effet. Nous, nos États sont des États fragiles. Il faut qu'on le reconnaisse, c'est ça la réalité. Nos États sont des États fragiles. Au moindre déséquilibre, on a du mal à pouvoir tenir. Mais quand nos États sont fragiles, quand les sanctions sont aussi fortes, et puis immédiates, puisqu'il n'y a pas eu de délai par rapport à l'application des sanctions, on n'a pas de stock. Ouais. Parce que quand je dis stock, c'est des stocks de 6 mois. Ce que nous avons, c'est un ravitaillement avec des camions qui partent, qui viennent. Bon, vous bloquez les camions à la frontière, le problème, il est là. Justement, quels sont les échanges commerciaux entre le Niger et ses pays limitrophes? En fait, quand on regarde les documents de la CEDEAO, le Niger, si on prend l'ensemble de la CEDEAO, au niveau des exportations, le Niger ne pèse pas lourd. Le Niger pèse 1%. Au niveau des importations CEDEAO, le Niger pèse 5%. Mais ici, c'est ce qu'on appelle les chiffres macro, les chiffres qui sont officiels. Mais j'ai parlé de cette économie qui est plutôt informelle, qui ne passe pas par un quelconque État et qui brasse de l'argent. Prenez la frontière avec le Bénin, par exemple. Vous avez là-bas de l'oignon qui est en train de pourrir, destiné au Bénin, destiné à la Côte d'Ivoire, mais destiné également au Togo, puisque c'est par là-bas que ça passe. Allez sur le marché togolais actuellement et regardez le prix des oignons. Les bonnes dames savent très bien que les prix ont fortement augmenté, alors que bon, on n'a pas demandé de sanctionner les populations togolaises quand même dans cette affaire. Mais il y a cette interpénétration de nos économies avec ces camions qu'on a retenus à Malanville, frontière Bénin, Niger, dans un sens comme dans l'autre, qui font que ces opérateurs économiques, même ces femmes commerçantes qui sont là, qui passent par ces camions pour aller faire leurs affaires, toutes ces personnes sont bloquées. Vous avez la même situation au Nigeria, qui prend des céréales à partir du Niger, des animaux également, Ouais. à partir du Niger, du haricot, etc. Mais tout cela est bloqué. Vous avez le Nigeria qui amène également des marchandises à vendre au niveau tout est bloqué. Et ici, quand vous regardez, ce n'est pas l'État. C'est-à-dire quand on parle de ces camions, quand on parle de ces marchandises, ce n'est pas le ministère du Commerce, ce n'est pas celui-ci, c'est des privés nigériens, c'est des privés nigérians, c'est des Béninois, etc. C'est des Ivoiriens, c'est ceux-là qui sont en train de traverser les frontières pour faire
leurs propres affaires qui aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes parce que ces camions qui sont immobilisés, ce matériel, quand il est périssable, il risque finalement d'être perdu totalement. Le cas de l'oignon, ils ont été obligés de l'étaler par terre, de trier pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire échapper à la pourriture, puisqu'une partie était en train de se gâter. Mais c'est des personnes qui vont en subir les conséquences. Par exemple, les responsables au niveau d'une des frontières, puisqu'avec le Nigeria, vous avez plusieurs frontières, plusieurs postes sous frontières, puisque la frontière est extrêmement large, plus de 1500 km. Ils disent qu'ils sont en train de perdre à peu près 13 milliards de naira par semaine. La frontière Niger-Bénin, il y a à peu près 1000 camions qui passent dans un sens ou dans l'autre par jour. Chaque chargement fera peut-être 15 millions, 20 millions, 25 millions. Il faut regarder ce que ça va faire si ça continue. En plus du fait que maintenant, il va se poser un problème de ravitaillement pour le Niger à un certain moment. Trouver certains produits qui venaient de l'extérieur va devenir une grosse équation pour les populations du Niger. Mais comment régulariser cette situation quand on voit que dans nos pays, le secteur informel génère beaucoup plus de trafic? Ça va être extrêmement difficile à régulariser puisque, de façon générale, l'informel est réticent à la formalisation. Pourquoi? Ils n'ont pas totalement tort parce que quand vous regardez celui qui est dans le secteur informel, généralement, il n'est pas allé loin à l'école, oui, ou bien il n'est pas allé à l'école, il n'est pas dans ces logiques de comptabilité. De sorte que, de façon générale, les douanes dans nos pays, les systèmes des impôts ont essayé de créer un impôt spécifique par rapport à ce type d'activité où il est difficile d'avoir une comptabilité classique, mais malgré tout, ça reste difficile. Et celui qui est dans l'informel également, lui, il trouve tous les moyens. Actuellement, on dit que les frontières sont fermées. Entre le Niger et le Bénin, par exemple, ils essayent de passer par le fleuve. C'est très risqué, mais tu ne peux plus apporter la même quantité quand même de marchandises, mais ils vont toujours essayer de passer par des petites voies. Et ça, s'ils passent par ces petites voies, ils connaissaient déjà ces petites voies. Les douaniers se plaignent tout le temps de cette fraude. Tout le monde ne passe pas par la voie officielle. Bon. Donc, on a un secteur qui est là, qui en vérité n'est pas quantifié à sa juste mesure. On a des estimations qui ne sont pas exactement les chiffres réels et on ne maîtrise pas totalement ce secteur parce que tout ne s'y passe pas de façon officielle. Ça fait que quand ce secteur-là est bloqué, alors que dans certains de nos pays, ça fait parfois 90-70% de l'économie, ça se ressent automatiquement. Je parle de l'économie réelle. Je ne parle pas des salaires des fonctionnaires, je ne parle pas des salaires des gens qui sont dans le privé, mais je parle de ce qui fait vivre une bonne partie de la population, y compris ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, comme c'est le cas au Niger, parce que ce sont ces produits qu'on va vendre également à l'étranger pour pouvoir obtenir des revenus. Si ces produits ne sont pas vendus, la quantité produite sera devant nous, mais on ne pourra pas avoir de revenus. Prenons l'exemple du Bénin, le Niger. Selon des économistes béninois, le Niger est un partenaire clé du port autonome de Cotonou. La fermeture actuelle des frontières, si elle se prolongeait, est-ce que ce n'est pas une situation qui pourrait amener de grosses entreprises industrielles à changer de partenaire, à regarder peut-être vers l'extérieur? Mais non, sur l'économie officielle, ça pose un énorme problème. Les camions qui quittaient le port au niveau de Cotonou pour aller au niveau du Niger, mais ce n'est pas gratuit. Le Bénin gagne de l'argent dessus. Le Niger également gagne de l'argent dessus. Mais ici, c'est ça que j'appelle le côté officiel. Ouais. Mais ce côté officiel va tomber. Puisque si les camions ne bougent pas, il est clair qu'il n'y aura pas de chargement, il y aura même des problèmes parce que quelqu'un qui avait déjà commandé, son bateau est arrivé, on ne décharge pas. Pendant que le bateau est là, il ne décharge pas, vous payez. Ce qui peut créer des problèmes à celui qui a fait la commande, mais c'est ça que j'appelle l'économie de façon officielle. Ceux qui partaient au Bénin acheter les voitures, ceux qui venaient au Togo acheter les voitures pour amener et qui viennent acheter de façon individuelle 1, 2, 3 voitures, ça apporte quelque chose également, puisque la voiture ne sort pas du port sans que tu ne payes un certain nombre de choses. C'est ça l'économie officielle. Après, il prend sa voiture, il peut aller faire son commerce informel parce qu'il dépose la voiture devant sa maison pour vendre. Mais tout cela va se retrouver bloqué, alors que comme on le sait, nos économies ne sont déjà pas fortes. Donc quand un pan de l'économie est au ralenti, on va avoir des difficultés. Actuellement, les banques, par exemple, sont au ralenti au niveau du Niger. On limite la quantité d'argent que les gens peuvent prendre parce qu'il ne faut pas, dans cette situation, tout le monde va avoir peur, tout le monde va vouloir venir prendre son argent. Ça va créer encore une crise au niveau des banques. Mais
si ça persiste, les conséquences risquent d'être encore beaucoup plus dramatiques que ce qu'on est en train de voir actuellement. Et sur les réseaux sociaux, on peut voir des images qui montrent de longues files d'attente de camions aux frontières du pays où des camionneurs déplorent d'énormes pertes. Oui, mais c'est ça que j'appelle le caractère immédiat. Ben, avant qu'on ne ferme les frontières, il y avait des camions qui étaient en train de charger au port. Oui. Il y avait des camions qui avaient déjà chargé, qui partaient. Et qui se sont retrouvés. Voilà, il y avait des camions qui quittaient le Niger, il y avait des camions qui quittaient le Nigeria. Mais puisque on a dit sanctions et on a dit immédiate, les gens n'ont pas eu le temps de traverser la frontière. Et quand vous regardez les longues files, c'est ça, les gens se sont retrouvés à la frontière. Bon, quand on regarde les témoignages de certains de ces camionneurs même, c'est plutôt inquiétant. Ils disent qu'ils sont là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lieu pour les toilettes, il n'y a pas de vente de nourriture. L'un disait quand même pour manger, tu prends un vélo pour circuler, parce que la zone où ils sont n'est pas une zone habitable. L'un même posait un problème de sécurité par rapport à l'endroit où ils se trouvent, etc. Mais ça, c'est ce caractère immédiat de la sanction qui fait que les gens ont été surpris. Ils sont arrivés à la frontière est fermée. Bon, tu ne peux pas ramener les choses au port, tu es à la frontière en espérant que demain, après-demain, que les choses puissent se dénouer et malheureusement, les jours sont en train de se multiplier et on n'a pas encore de solution. Cet embargo porte de lourdes conséquences, comme on peut le voir, mais le Niger pourra-t-il tenir encore longtemps dans cette situation? Ça dépend de quel Niger, ça dépend de quel aspect. Le Niger est un pays plutôt agricole, à peu près à 50%. Donc ceux-là qui ont leur grenier chez eux, qui ne dépendent pas de ce commerce entre les pays, ils vont le ressentir moins. Maintenant, ceux-là qui sont en ville, dans les marchés, et qui fonctionnent sur la base de ce que le grossiste apporte, tu prends une partie, tu pars revendre, mais ceux-là vont se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Bon, espérons qu'ils vont pouvoir payer les salaires, parce que l'aspect blocage au niveau de la BCEAO peut créer ce problème. Il ne faut pas qu'on oublie également que des pays comme la France, les États-Unis ont bloqué ce qu'ils apportaient au Niger. Oui. Bon, quand on prend les chiffres de l'OCDE, l'OCDE parle de 990 milliards de francs CFA qui peut être bloqué avec cette aide budgétaire et autres qui viennent d'un certain nombre de pays vers le Niger. Ben, si ça dure, en ce moment, on peut voir des conséquences qui vont dépasser maintenant ce que nous sommes en train de décrire à travers ce commerce, parce que là, ça va toucher au fonctionnement de l'État nigérien. Ils seront obligés de revoir leur budget, de faire des coupes qui vont être très difficiles sur un certain nombre de domaines. Dans le monde, on connaît un pays comme la Colombie qui a vécu longtemps sous l'embargo américain, mais qui a réussi avec les années à se redresser. Mais le Niger n'est pas la Colombie non plus. Non seulement le Niger n'est pas la Colombie, mais le type de relation n'est pas le même. C'est toute la différence. Les Colombiens ne vivaient pas parce que les Américains leur apportent à manger. C'est ça qui fait la différence. Ici au Niger, c'est ce que j'ai dit, ceux qui sont actuellement dans le milieu rural, par exemple, qui ont leurs animaux, qui ont leurs champs, qui ont leurs récoltes. S'il pleut, ils peuvent cultiver, obtenir à niveau une récolte. Ceux-là ne vont pas subir les sanctions de la même façon que les autres. Ce qu'ils vont subir dans la sanction, mais si tu avais des animaux et tu produisais du lait, celui à qui tu vendais du lait devait pasteuriser, garder au frais. Mais quand tu arriveras, il va te dire, je ne vais pas acheter le lait parce que si je l'achète, le lait va se gâter. Je ne suis pas en mesure de le conserver parce qu'avec les délestages, à tout moment... Mais quand vous regardez ce qu'ils vont subir, c'est moindre par rapport à ceux qui sont dans ce système-là. Les marchés, vous allez voir, les produits vont commencer à manquer. Certains commerçants qu'on a interrogés dans les médias disaient très clairement, moi, mon chiffre d'affaires, c'était tant par jour, je suis à temps actuellement. Et on remarquait une chute qui est une chute drastique, puisque effectivement, quand l'argent ne circule pas, mais il n'y a absolument rien. Et comme on le dit, l'économie, ce sont les échanges. Et les échanges, qu'est-ce qui le fait? Mais c'est la circulation des personnes et la circulation des biens. C'est aussi la circulation de l'argent. Alors qu'avec ce blocage, les biens sont bloqués, les personnes sont bloquées, l'argent est bloqué, mais quand ça dure, effectivement, l'effet risque d'être un effet très nocif pour les populations nigériennes. Plusieurs pays appellent à une résolution pacifique de la crise au Niger, mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait favoriser une sortie de crise en fait, dans le pays? J'ai toujours dit, je préfère un mauvais arrangement à une intervention militaire. Ce que j'appelle mauvais arrangement, la CEDEAO est allée trop vite
trop haut. Il faut que la CEDEAO accepte de perdre des plumes et descendre un peu. Ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres conséquences que ça peut engendrer sur la CEDEAO. Surtout qu'on est dans une zone où il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Burkina qui sont en situation de transition. Bon, le Mali est le pays qui a la transition qui s'approche le plus vers la fin parce qu'il leur reste à peu près 7 mois. Oui. Ben, si la CEDEAO ne peut pas faire pression sur le Niger, est-ce qu'elle pourra faire pression sur le Mali pour demander à ce que, puisqu'on a déjà prolongé la transition, qu'on ne prolonge plus la transition? Ben, le Burkina va regarder également, la Guinée va regarder. Vous savez, il y a... C'est pourquoi j'ai dit à chaque fois, ce problème est malheureusement complexe, parce que ce que tu vas faire sur le Niger a un impact sur d'autres pays immédiatement, oui. Ce qui met la CEDEAO dans une sorte de dilemme, dans une position qui, il faut le reconnaître, est extrêmement difficile. Maintenant, il faudrait également que les militaires nigériens comprennent qu'il faut qu'ils donnent quelque chose. Oui. Est-ce que ça sera à la libération de Bazoum et les gens vont se contenter de ça? Est-ce que ça sera abandonner les poursuites contre le Bazoum? Les gens vont se contenter de ça? Est-ce que ça sera un engagement pour une transition qui va être courte, puisque le Premier ministre lui-même a dit nous sommes en transition et on ne lui a pas posé la question, c'est lui-même qui l'a dit quand il était au Tchad. Donc ce n'est pas des espaces qui manquent et puis les diplomates sont là pour savoir comment faire pour qu'on ne perde pas trop la face d'un côté comme de l'autre pour pouvoir trouver une solution. Et c'est ça leur boulot, mais qu'ils le fassent. Et la levée des sanctions doit faire aussi partir des négociations. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y aura à perdre de chaque côté. Oui. L'État nigérien est dans une situation extrêmement difficile parce que si tu as un soutien aussi fort que ce soutien qu'ils ont d'une partie des populations du Niger et que ces populations se retrouvent affamées, mises en difficulté à cause des sanctions, mais quand ils vont négocier, un des premiers éléments qu'ils vont négocier, c'est la levée des sanctions. Pour qu'au moins les populations puissent respirer et continuer leur soutien par rapport à ces militaires. Parce que quand les sanctions deviendront extrêmement fortes, le soutien des populations, il risque à un certain moment de faire objet à discussion parce que quand les gens ne trouvent plus comment se débrouiller pour régler leur quotidien, est-ce que dans leur logique, ils seront dans un soutien d'un pouvoir en place ou bien de dire qu'il faut que le pouvoir accepte d'écouter la CEDEAO pour qu'on arrête les sanctions? Mais en ce moment, c'est pourquoi j'ai dit chacun va accepter de lâcher du lest, qu'on quitte ces positions qui sont extrêmement tranchées, qui ne permettent pas pour le moment de trouver un compromis qui, à mon avis, vaut mieux qu'une intervention militaire. Mamadou Diouf, même si les économistes africains tirent la sonnette d'alarme sur la situation économique actuelle, conséquence directe de cette situation au Niger, ce n'est pas encore une question discutable au niveau des militaires. Mais tout est discutable. En fait, contrairement à ce que disons, la question n'est pas encore mise sur la table. Oui, mais elle est sur la table. Quand le Premier ministre nigérien est allé au Tchad, n'oublions pas que le président tchadien avait été envoyé pour une médiation. Dans les premières heures, oui. Voilà. Ben, il a certainement réitéré au Premier ministre ce qu'il avait dit. Il est parti du Niger, il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il a dit. Bon, mais certainement, il l'a réitéré. Le Premier ministre nigérien également, je ne crois pas qu'il est venu au Tchad pour dire au président tchadien tout simplement, dites à la CEDEAO d'enlever les sanctions. Non. Dans une négociation, ces deux parties, chaque partie va laisser quelque chose. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour arriver à une sorte d'équilibre parce que chaque partie également va vouloir refuser de perdre la face quand on va dire voilà le compromis qui a été trouvé. Oui. C'est ça qui rend difficile la négociation, mais même au niveau de la CEDEAO, tout le monde sait que la population nigérienne qui est en train de souffrir, c'est une conséquence. Ce n'était pas un objectif recherché en tant que tel, mais ça fait réfléchir et vous avez vu comment les gens réagissent. On leur dit souvent, mais sanctionnez les militaires, puisque c'est eux qui ont fait le coup d'État. Oui. Mais débrouillez-vous pour que les sanctions ne touchent pas les populations. Mais malheureusement, c'est extrêmement difficile de sanctionner les militaires sans que les populations ne payent les pots cassés. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation sur la question. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes se poursuit sur Niveau d'Info 1.